Merci beaucoup. Et merci de m'avoir invité. D'abord, j'ai pris cette proposition un petit peu comme une claque, n'est-ce pas? Depuis 5 ans, je m'efforce de réfléchir au niveau du président de la République et on me demande de parler comme éventuel ministre de la Défense. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Bon, ensuite, après avoir accepté cette humiliation, n'est-ce pas, difficile quand même pour un général, hein, après avoir accepté cette humiliation, je me suis dit, il y a quand même quelque chose à faire. Et donc, j'ai décidé de procéder en 2 étapes, cette fois-ci, assez brèves si possible. La première, je vais essayer de me mettre en situation, non pas moi personnellement comme ministre de la Défense ou des Armées, je préfère la ministre des Armées, mais en situation de mise en place de ce gouvernement que vous tentez de mettre sur pied. Si d'aventure, un jour, il arrivait aux affaires, ce serait forcément dans une situation difficile, voire très difficile. Or, j'ai connu 4 guerres civiles sur le terrain. Je parle un petit peu de ce que je sais. Et à ce moment-là, nous serions confrontés, et pas uniquement le ministre de la Défense, mais nous serions confrontés à des priorités absolues. Quand on voit l'état actuel de la France, du monde, de l'Europe et du monde, nos priorités absolues seraient la sécurité intérieure, évidemment, la sécurité extérieure, parce que à l'intérieur, certes, les Black Blocs, les gilets jaunes, les djihadistes, c'est déjà pas mal, hein. Mais à l'extérieur, mais comment réagirait, je sais pas moi, la Turquie? Que se passerait-il en flux migratoires, etc. Hein? Ensuite, il y aurait un autre défi gigantesque, je vous assure, c'est de nourrir tout le monde. C'est de manger et de boire à notre faim et pour survivre. Je vous assure, j'ai bien étudié cette affaire-là. Nous sommes très mal barrés, pour parler français d'aujourd'hui. Ça irait très mal. Voilà quelles seraient les priorités, avant de penser à réorganiser le ministère de la Défense ou des Armées pour faire autre chose. Il y aurait ça. Ensuite de ces... Au-delà, eh bien, on ferait ce qu'on pourrait, avec ce qu'il resterait. Je dis bien avec ce qu'il resterait de la France d'aujourd'hui. Qu'en restera-t-il? Vous savez, il y a des scénarios absolument affreux. J'en ai élaboré quelques-uns depuis maintenant 40 ans. À l'époque soviétique, c'était pas les djihadistes, c'était les Spetsnaz. Mais nous avons quelques scénarios qui sont absolument affreux. Je ne sais pas ce qu'il resterait après que nous ayons été appelés à gouverner. Ça me rappelle aussi une chose. Quand je commandais mon régiment à Bayonne, un ministre d'origine locale, invité par moi à la Saint-Michel, me prend à part, après la cérémonie, en allant vers le méchoui, pour me dire « Vous savez, colonel », je rapporte ces mots exacts, « Vous savez, colonel, ces grands hommes qui nous gouvernent sont tous des fouteurs de merde. Et le jour où ça sera vraiment la merde, ils trouveront un vieux compte général, lui fileront le bâton merdeux et s'en iront. » Et c'est bien, ça c'est déjà vu, et c'est, à mon avis, le scénario possible, sinon probable, pour que votre éventuel gouvernement soit appelé. C'est dire dans quelle situation nous serions. Bien. Alors, après avoir essayé de sauver les meubles, avoir assuré autant que possible, et si nous le pouvons, mesdames et messieurs, la sécurité intérieure, la sécurité aux frontières, aux extérieurs, et nourrir et abreuver les gens, si nous avons réussi à faire ça, après, eh bien on verra. Moi, j'ai plein d'idées là-dessus. Après, il faudra rejeter les bases du renouveau français, d'un renouveau. Et je ne dis pas n'importe quoi, parce que je crois qu'il faut se mettre dans la tête que ce que nous vivons aussi aujourd'hui serait quasiment éradiqué. Les cervelles seraient complètement chamboulées. Tout serait chamboulé. Il faudrait lancer les bases d'un renouveau français, jeter les bases d'une nouvelle unité nationale, sans chercher à revenir à un passé qui est révolu, mais il faut penser à l'avenir en s'appuyant sur le passé. Je suis aussi royaliste, mais il faut attendre, c'est pas forcément le moment. À la grâce de Dieu. Hein? Repenser la cohésion nationale, c'est très important, c'est le fondement de toute chose. Il faudra restaurer l'État. J'ai écrit dans mes 3 livres tout ce que je pense de cela, je ne vais pas continuer très longtemps. Et bien sûr, après tout cela, il faut restaurer l'enseignement. Enfin, il y a énormément de choses à faire.
Je crois que ce n'est pas le temps d'un gouvernement de 5 ans. Là, on pourra uniquement semer les quelques graines qui porteront des fruits dans 50, 100, 200 ans. Parce qu'en fait, c'est une œuvre de recivilisation à laquelle nous serions appelés. Voilà. Et dans ce cadre-là, le ministère de la Défense, ou plutôt des Armées, c'est comme ça que je le vois, que ferait-il au moins dans les 2 premières phases? C'est-à-dire la première qui consiste à sauver les meubles, à sauver le plus possible de gens, et la sécurité, etc. Eh bien, tout banalement, les armées seraient chargées prioritairement de la sécurité extérieure. Et ça sera déjà énorme, étant donné nos armées actuelles. Ça serait déjà énorme. Je ne sais pas si nous aurions la possibilité. Je ne sais pas, je ne suis pas certain, on verra. On verra, je dis bien on verra parce que j'y crois un peu, voyez-vous. Je ne sais pas si nous aurions le temps de mobiliser. Et mobiliser qui? Comment faire le tri aujourd'hui? N'est-ce pas? C'est une gageure énorme. Et dans la deuxième phase, une fois qu'on aura, ayant assuré la sécurité intérieure, la sécurité extérieure, et puis assurer à tout le monde, ou à peu près tout le monde, à ceux qui survivront, mesdames et messieurs, je ne dis pas de langue de bois, pardonnez-moi, à ceux qui survivront. Une fois qu'on aura fait ça, eh bien, il faudra que les armées continuent d'assumer la sécurité extérieure, parce que nous ne sommes pas dans un monde angélique, et qu'elles participent à la cohésion nationale. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce que disent les généraux depuis longtemps, avant mon départ, avant que j'étais mis à la porte de l'armée. Je ne suis pas d'accord. Le recentrage sur le cœur de métier. Le cœur de métier de l'armée, pardonnez-moi, on s'en fiche. Parce que quand il y a le feu à la Maison France, que l'armée, qui est aujourd'hui l'un des seuls corps d'État à garder une cohésion et à être capable d'être moteur de cohésion nationale, si elle reste centrée sur son cœur de métier, eh bien c'est une quasi-trahison. Il faudra donc que les armées participent très activement à la recohésion nationale. Comment? Bon, là aussi j'en parle beaucoup dans mes livres, du moins un peu, et je suggérerais déjà qu'il faudrait créer un nouveau ministère à ce moment-là, un ministère de la cohésion nationale. Là, il y a un vrai boulot, hein, je peux vous dire. Hein. Un ministère de la cohésion nationale, travaillant de manière transverse, en particulier avec les armées, mais aussi, bien sûr, enseignement, etc. Voilà, j'ai terminé avec cette première phase très, très concrète. Là, j'ai parlé en homme d'action, en général. Mais il se trouve que depuis 5 ans, j'essaie de réfléchir, c'est pas toujours facile, hein, de réfléchir à un niveau supérieur, celui du président de la République, et puis avec un gros défaut, je suis chrétien. C'est terrible, hein, c'est terrible, et certains me le reprochent, mais je m'en fiche, c'est comme ça. Je crois que nous ne pourrons pas appréhender, je crois que ce gouvernement que nous souhaitons mettre en place, que vous souhaitez mettre en place, ne pourra pas appréhender correctement la situation actuelle de la France, de l'Europe et du monde sans prendre énormément de hauteur. Beaucoup de gens nous disent aujourd'hui, en particulier mes conseillers spirituels, mais aussi des théologiens, etc., et puis des anthropologues, des historiens, bon, que l'humanité est en train de vivre et va vivre l'histoire la plus dramatique de toute son histoire. Nous approchons du moment le plus dramatique de toute l'histoire de l'humanité. Je ne peux pas vous dire si c'est vrai ou faux, j'en ai le pressentiment, mais je ne sais pas lire dans la boule de cristal. Et donc, nous devons vraiment prendre de la hauteur et essayer de voir les choses. Par exemple, un prêtre m'a appris il y a 2 ans, il m'a fait ouvrir un plafond de verre dans mon engagement politique pour me montrer les aspects eschatologiques. Eh bien, je crois que nous devons monter à ces hauteurs-là. Sinon, nous ne construirons rien de solide. L'un de mes leitmotifs depuis pas mal de temps maintenant est une phrase de Soloviev, écrivain russe mort en 1900. Une nation n'est pas ce qu'elle pense d'elle-même dans le temps, mais le projet que la Providence a sur elle dans l'éternité.
C'est comme ça que nous devons penser la France d'aujourd'hui, de demain et pour toujours. À partir de cette phrase. Bien. Merci. Ensuite, nous avons des armes. Je ne parle pas des fusils, des canons. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, qu'est-ce que la France? Un nain. Mais ça peut être Goliath. David face à Goliath. Ça peut être David face à Goliath. Parce que notre civilisation, notre peuple est porteur d'un projet sur l'homme qui court depuis Our en Chaldée. Depuis Abraham. C'est le même projet. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, demande le psalmiste. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu. Et la prière eucharistique d'aujourd'hui, la 4e, tu as créé l'homme à ton image. Pour qu'en te servant, il règne sur la création. Non d'une pipe. Si c'est pas un projet sur l'homme, qu'est-ce que c'est ça? Le micro. Oh, nous sommes... Oh, mais j'y peux rien, moi, le micro. Mais vous avez une voix qui porte. Bien. Aujourd'hui, en fait, nous sommes... C'est pour ça que nous sommes à un moment clé de l'histoire de l'humanité. Il faut le focaliser sur le plus important. Il faut aller à la racine du problème. Et quelle est la racine du problème? Nous sommes en présence de deux conceptions de l'être humain. L'être humain jetable à la machine, on en parlait ce matin. Et puis celle-là, dont je viens de vous parler, qui est portée depuis 4000 ans, et que tout le monde, enfin que tous les autres en face, combattent. L'enjeu, c'est la survie et la magnification de l'humanité d'un côté, ou de l'autre, l'écroulement, la disparition peut-être de l'humanité de l'autre. C'est ça l'enjeu aujourd'hui dans lequel nous sommes. Et vous connaissez dans l'histoire de l'humanité une génération qui a une responsabilité plus forte que la nôtre, vous? Moi pas. Et c'est à nous qu'elle est le choix, cette responsabilité. À nous. Pas à nos grands-parents, pas à nos petits-enfants, à nous. Aujourd'hui. Parce que peut-être que dans 30 ans, il sera trop tard. Si PMA, GPA réussissent, et ça, humainement, tout paraît que ça réussisse. Eh bien, dans 30 ans, nous aurons deux humanités opposées, l'une qui est sortie du ventre d'une femme et l'autre qui a été créée en usine. Elles seront nécessairement conflictuelles. Et ça sera un combat d'éradication. Forcément. Eh bien, c'est ça l'enjeu de la politique. Aujourd'hui, je dis que la France doit se réapproprier cette conception de l'humanité. On s'en fout de droite et gauche, on s'en fout de Rassemblement National, etc. Macron, tout. Il faut revenir à ça. Alors bien sûr, c'est un combat d'hommes et de femmes. Peut-être plus de femmes, d'ailleurs. Quoique, et les mecs au boulot. Hein? Bien sûr, mais c'est ça le fond. C'est ça le fond. Donc, je crois aujourd'hui que nous sommes la génération qui doit redonner une vocation... Non, dans le droit fil de la vocation de la France, lui redonner le message qui conduira l'humanité un jour ou l'autre. Il ne faut pas chercher la puissance économique, etc. En soi, ça n'a d'intérêt que si c'est au service. Que si c'est au service de l'être humain, au service de la France, au service de l'humanité. Si on recherche la puissance pour elle-même, on va se planter, on fera des bêtises. Comme toujours. Mais si nous recherchons, si nous délivrons ce message pour le plus grand service de l'homme, pour montrer à tout homme dans l'univers les chemins de l'humanisation de l'homme et de tous les rapports humains, eh bien, la puissance nous sera donnée par surcroît pour que nous puissions rayonner sur le monde. Merci.